Dire qu'on va commencer par vous donner la parole et vous permettre de vous exprimer avant que nos intervenants interviennent. Une fois n'est pas coutume, et oui, et de se poser la question, c'est quoi le chantier pour donner de l'oxygène aux médias? Et c'est la question qu'on se posera chacun d'entre nous en préparant rapidement cette soirée. On s'est dit, finalement, pour vous, c'est quoi le chantier aujourd'hui que l'on doit mener? Et je sais que Nicolas de Vert-Dreyfus évoquera notamment le chantier de l'humanité, mais il y en a d'autres à mener. Donc quels sont les chantiers à mener pour libérer les médias, ou en tout cas donner de l'oxygène aux médias? Il y a un certain nombre d'idées qui sont présentes depuis longtemps dans ce pays, mais qui ne sont pas toujours mises en œuvre. Je voulais aussi dire simplement que, on passe 20 ans de notre vie avec les médias. C'est une moyenne, c'est difficile à dire, mais si on imagine qu'on passe plusieurs heures par jour devant la télévision, une heure pour certains, moi beaucoup, en écoutant la radio ou en lisant la presse, et puis encore plus aujourd'hui sur les écrans qui permettent d'avoir accès à Internet par exemple, et bien on passe 20 ans de notre vie devant les médias, et bien c'est pas rien, 20 ans de notre vie devant les médias. On passe aussi 20 ans à dormir, paraît-il. Ça fait beaucoup. Je voulais aussi poser une question, juste pour commencer, là. Est-ce qu'il y a un milliardaire dans la salle? Et je crois que s'il y a un milliardaire qui voulait libérer les médias, eh bien évidemment, il ne serait pas dans la salle, tout simplement parce que les milliardaires n'ont pas besoin de libérer les médias, ils les possèdent déjà, et c'est les libérateurs qu'ils auront, et les libératrices qu'ils auront en face d'eux, puisque... On le disait lors d'une dernière rencontre, en effet, 7 milliardaires en France, 7 milliardaires possèdent 95% des médias en France, et donc ce chiffre est assez étonnant. Voilà pourquoi le pluralisme est important. Allez, on commence tout de suite. Le rôle, ce qu'a appelé Umberto Eco, qui avait une formation de journaliste, il parlait du présupposé. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de mettre en place... à partir des idées supposées des lecteurs ou des auditeurs ou des téléspectateurs, on essaye de mettre en place une idée qui serait évidente et qui n'aurait pas d'autre. Plutôt que de construire le citoyen, plutôt que de construire le lecteur, et je prendrai un seul exemple sur notre société qui est pervertie, c'est notre société politique avec le système présidentiel. La société aujourd'hui, on reproduit, au lieu d'essayer de se sortir de ce système qui est pervers, je le répète, et puis de s'attacher au programme, aux idées, aux gens, à la société, on personnalise. Et donc, quand je dis on, je dis ce sont les médias que j'appelle dominants, et moi je suis très fier effectivement de militer pour un journal qui est indépendant des puissances d'argent et qui transgresse ce message, qui est un peu quelque part subversif, et qu'on a besoin de subversion aujourd'hui. On a besoin de sortir de ce magma. Alors moi je ne fais pas d'insultes vis-à-vis des journalistes. Je pense qu'il y en a qui essayent de faire correctement leur travail et la plupart, et que certainement comme tout salarié aujourd'hui, les conditions de travail ne s'améliorent pas. Mais là, en écoutant France Info, à propos des attentats de Bruxelles, j'entendais un journaliste qui disait le ministère de l'Intérieur nous a demandé avec une certaine discrétion de ne pas indiquer le lieu où il y a des perquisitions en ce moment pour ne pas alerter les gens qu'il ne faut pas alerter. Ce qui signifie qu'il y a un certain nombre de journalistes qui seront présents systématiquement pour avoir l'information en direct. On a vu ça avec les attentats à l'hypermarché, où BFM s'est permis de mettre en danger la vie des otages. Le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est le fait que des journalistes, alors là je pense à la presse écrite, fassent de la polémique systématique, ou la suscitent ou l'inventent, si elle n'existe pas, pour, disons, vendre leur journal. Alors, et je dis ça, c'est parce qu'en l'ayant dit et reproché à une journaliste, elle me dit, oui, mais c'est ce qui fait vendre le journal.
Et je dis, elle est où votre déontologie là? Et moi, ce qui me choque, c'est que cette déontologie, on a l'impression qu'elle existe. Alors, comment faire pour échapper à cet écart, quoi, de l'audimat ou de la vente du journal, quoi. Voilà. Moi, c'est une grosse question que je me pose, quoi. Je pense qu'il y a un exemple à prendre lorsqu'on voit la lutte des agriculteurs qui luttent pour ne pas subir la pression industrielle agricole. Il y a des alternatives qui sont proposées pour sauver l'agriculteur qui veut aller directement au client, donner de la qualité. Je pense que c'est pareil aussi pour la presse. Au lieu qu'on subit assez souvent, trop souvent même, les influences qui veulent toujours montrer le négatif, je pense qu'on peut aussi se lever et dire qu'on va se battre aussi pour montrer une autre image de ce qu'est la société. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne dit pas et que je pense que le français aujourd'hui a la possibilité, avec la multiplicité des moyens de communication, peut vivre une autre politique de la presse et des nouvelles. Sauf que je fais quelquefois des conférences et j'ai été invité il y a 2 ans à faire, on va dire, une tournée de conférences en Bretagne et je me suis beaucoup étonné parce que alors le grand journal local, je le rappelle à ceux qui ne sauraient pas bien, c'est Ouest France, qui ne passe pas du tout pour être un journal de gauche, c'est un journal catalogué comme conservateur catholique, et pourtant mes conférences ont été annoncées, bien annoncées, je dois dire, et surtout il y a eu chaque fois, pour la dizaine de conférences que j'ai faites, y compris dans les locaux d'Ouest France, d'ailleurs ils ont une magnifique salle de conférence, la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie, enfin bon ça c'est comme ça, et je me suis étonné d'autant plus que ici, en Isère, j'ai le plus grand mal, et même pour te dire, j'y arrive quasiment pas, à faire passer nos informations, nos initiatives dans le journal local. Il y avait un contraste total, mais alors vraiment total, hein, entre le chape de plomb qui existe sur nos initiatives ici, à peu près, et la publicité et les comptes rendus qui ont été faits en Bretagne. Et je m'en suis étonné, et j'ai même été reçu par le rédacteur en chef d'Ouest France, je ne sais pas si c'est un honneur, enfin, et je m'en suis étonné. Alors il m'a sorti les statuts du journal, et il y a l'article, je ne sais plus combien, des statuts du journal qui dit que le journal doit s'investir de toutes les façons, je ne sais plus comment c'est libellé, pour la cause de la paix, pour défendre la cause de la paix, et dès qu'il y a un intervenant qui vient parler de sujet autour de la paix en Bretagne, enfin dans l'aire géographique d'Ouest France, eh bien, et il lui accorde une large publicité, et j'en suis encore étonné, peut-être 2 ou 3 ans après. Le mouvement de la paix en Bretagne, il est assez affluent, il a pas mal de membres, et ces réunions sont largement fréquentées, parce qu'elles sont bien annoncées par la presse, une chose que je connais absolument pas du tout ici. Il y a à dire que l'action de la presse peut quand même être tout à fait déterminant sur la vitalité de la vie des associations citoyennes. Voilà ce que... Moi j'avais une question sur comment s'affranchir du cadre, quelque part, de la forme qui est imposée dans le schéma médiatique aujourd'hui. Question à vous, journalistes, globalement, parce qu'en fait on voit bien, ça a été dit, il y a la question de l'audimat. Donc on est dans une société de marché, et donc du coup, forcément il faut faire de l'audimat, parce que derrière il y a les questions de finances, mais derrière ça impose, au-delà de ce débat-là, en fait ça impose une forme où je distingue deux éléments, c'est le storytelling, donc l'idée qu'il faut raconter des histoires en permanence, et plus seulement donner des faits ou des explications. C'est très sensible quand on regarde des documentaires des années 80 et des documentaires d'aujourd'hui, la différence de récit, de construction. Et je dirais le deuxième élément, c'est l'effet Twitter, c'est-à-dire le côté, en fait on balance 120 caractères, parce que sinon les gens comprennent, enfin entre guillemets, décrochent quoi. Donc cette imposition finalement de la forme, comment s'en affranchir, parce qu'à mon avis c'est fondamental dans le sens où je trouve que cette forme-là, elle conditionne le regard qu'on a sur l'information
qui est véhiculée par les médias, et y compris par les réseaux sociaux, par l'ensemble des vecteurs d'information, elle véhicule sur un angle, c'est l'émotionnel. L'émotionnel et non pas la raison. Et du coup, si on veut développer de la raison et de la réflexion, comment, en tant que journaliste, vous voyez la possibilité de vous... après, il n'y en a peut-être pas, je ne sais pas, mais comment, en tout cas, au niveau de votre réflexion sur comment s'affranchir de cette forme-là, ou la pervertir, pour avoir une information qui favorise la raison au lieu de l'émotion, quoi.